Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette série qui vous invite à découvrir celles et ceux qui s'engagent au sein de la paternelle. Depuis 140 ans, des générations de bénévoles se sont relayées pour accompagner les enfants des membres de la paternelle. Mais au fait, la paternelle, c'est quoi ? La paternelle est une mutuelle pour orphelins et orphelines unique en son genre, fondée il y a 140 ans, à une époque où la sécurité sociale n'existait pratiquement pas. Aujourd'hui encore, elle poursuit sa mission, offrir aux familles une sécurité financière et accompagner personnellement les jeunes jusqu'à leur indépendance. Très vite après sa création, la paternelle organise une fête pour rassembler ses membres et offrir aux orphelins et orphelines un véritable Noël. Le succès est immédiat. De ces rencontres naît le Théâtre de la Paternelle, qui est aujourd'hui l'un des plus grands théâtres d'enfants d'Europe. Pour encadrer toutes ces activités, il faut trouver des âmes généreuses, prêtes à donner de leur temps. Aujourd'hui, nous leur donnons la parole. Pour cet épisode, je suis en compagnie de Aurélie Regozo, secrétaire actuelle du comité d'organisation. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et tu n'es pas toute seule, tu es accompagnée de François Boschetti, ancien président du CO, comité d'organisation. Bonjour François. Bonjour. Comment est-ce que vous allez les deux déjà ? Plutôt bien. Très bien. Est-ce que vous vous réjouissez de vous replonger un petit peu dans les souvenirs paternelesques, si je peux dire ? Absolument. Oui, mais en même temps, moi, je les ai jamais vraiment quittés. Donc voilà. C'est toujours un petit peu avec toi ? C'est toujours là, ouais. On voit que François est venu avec de la documentation, notamment des feuilles, des images, on voit. C'est parce que j'arrive à un âge où on oublie les choses et j'aimerais pouvoir y répondre juste. C'est très important, surtout s'il y a des dates. La raison pour laquelle j'ai ce papier. De toute façon, ce n'est pas un examen, donc si vous n'avez pas les dates précises, on vous le pardonnera. Déjà, une première question toute simple. Si vous deviez le résumer en quelques mots, pour vous, la paternelle, c'est quoi ? Pour moi, c'est une famille. C'est le meilleur mot pour résumer la paternelle. Des amis, et puis des amis qui vraiment ont le même niveau que la famille. Il y a aussi des problèmes conjugaux au sein de cette famille-là où on est... Ah, mais comme dans toute famille, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Moi, je dirais que c'est presque une famille sans les défauts de la famille, finalement. C'est vrai. On peut la quitter si on veut, mais on ne veut pas la quitter, donc voilà. Et pour toi, François, c'est quoi la paternelle ? Pour moi, la paternelle, c'est une société où des enfants peuvent jouer ensemble, peuvent s'aider les uns les autres avec différents niveaux d'âge. La plupart du temps, les enfants jouent entre eux, mais la catégorie d'âge est toujours la même. Tandis qu'à la paternelle, vous arrivez, à l'époque, j'avais 8 ans et je côtoyais des acteurs qui en avaient 20. Alors, pour nous, les 20, c'était déjà presque des adultes, c'était pour nous des adultes, et ils nous aidaient, on partageait tout ensemble. J'ai fait ma première surboom des grands qui m'ont invité parce que j'étais dans leur répétition. Je jouais avec eux et ils ne pensaient pas ne pas m'inviter. Et j'ai pu pouvoir faire ma première surboom avec ces gens. Et c'est un ensemble cohérent de grands, de petits, de filles, de garçons. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit, de plus gros, de plus mince. On est tous là à tirer la même corde. C'est fantastique. Voilà pour moi. Bon, fin de ce podcast, on a une magnifique définition de la paternelle. François, tu as parlé de surboom. Qu'est-ce que c'est une surboom exactement ? Alors, la surboom à l'époque, c'était la réunion, la surprise party. D'ailleurs, il y a eu un film qui s'appelait La Boom, parce qu'ils avaient enlevé la surprise. Et c'était La Boom, c'était une réunion de jeunes, et on mettait les musiques qu'on aimait à l'époque, et puis on faisait la fête ensemble. Mais à l'époque, il y avait les parents avec nous qui nous accompagnaient. Maintenant, ça a peut-être un peu changé, mais pour dire que c'est là que j'ai fait ma première surboom, c'est à la paternelle. Et tu as parlé de tes 8 ans tout à l'heure, donc justement, comment est-ce que tu as connu la paternelle exactement ? Alors la paternelle, je l'ai connue parce que dans notre immeuble est arrivée une nouvelle famille qui s'appelait Miéville. Et puis dans les Miéville, ils avaient une fille qui s'appelait Madeleine. Et Madeleine Miéville, elle avait 4 ans de plus que moi à l'époque. Elle jouait à la paternelle, mais elle était très très bonne comme actrice. Alors, elle m'a invité à aller voir le spectacle en 1958 au théâtre municipal.
c'était Nayana, la fée des eaux. Elle jouait la fée. J'étais tellement emballé par le spectacle que j'ai demandé à être membre de la paternelle. J'ai supplié mes parents qui m'inscrivent et j'ai pu commencer l'année d'après, en 1959, au théâtre municipal, où on jouait Le Roi des robots. C'était Objectif Terre de Michel Blanc. Et je me souviens encore d'un texte que j'avais à faire sur la scène. Le premier texte que j'avais, c'était « Ya clic, vous clic, clic, parotique ». J'étais un robot, donc je parlais robot. Mais par la suite, avec l'intelligence qui n'était pas encore artificielle, on avait appris, je savais comment était fabriqué le moteur de notre fusée. Parce qu'on allait aussi sur la Terre avec nous, avec les robots. Et puis le moteur, quand on m'a posé la question, c'était la magnétocentrodynamo-électroturbino qui enchaîne le propergol nitrique azoté. Et j'avais 12 ans et je me souviens encore. Tellement j'étais obnubilé par le public, tellement j'avais peur de louper ma phrase. Voilà. Donc la mémoire, elle est intacte, il n'y a pas besoin de venir avec la documentation. Oui, il y a des choses qui sont anciennes, elles restent, puis les nouvelles, elles partent. Malheureusement, c'est un peu ça. Quand on arrive à un certain âge, la mémoire, elle fait un peu défaut. On va y revenir sur ton parcours de comédien, mais d'abord aussi, Aurélie, comment est-ce que tu as connu la paternelle? Est-ce que tu te souviens de ta première réplique, comme François? Non, je ne me souviens pas de ma première réplique. Par contre, j'ai connu la paternelle bien plus tard. Moi, j'ai découvert la paternelle en 1992. J'étais venue voir Aladdin. J'avais une copine qui jouait Yasmine. Et puis, j'avais été scotchée. J'avais jamais entendu parler de la paternelle. J'aimais déjà beaucoup le théâtre. Et j'avais vraiment été très, très impressionnée. Je pensais qu'il y avait des adultes sur scène. Moi, j'avais 14 ans à l'époque. Et j'avais l'impression qu'il y avait des adultes. Et j'ai appris après que c'était les grands acteurs qui avaient 20 ans. Et puis, c'était la fin de ma 9e année à l'époque, ce qui correspond à une 11e maintenant. Et puis après, cette copine, je l'ai perdue de vue. Et il se trouve que par hasard, dans ma classe de gymnase, se trouvait une des actrices de la paternelle. Et voilà, j'ai pu reparler de la paternelle. Elle m'a donné les papiers pour m'inscrire et j'ai pu m'inscrire l'année suivante, ce qui fait que j'ai eu la chance de commencer la paternelle pour le 100e spectacle avec Casse-Noisette. Pas en tant que comédienne, j'avais pas été sélectionnée aux auditions tout de suite. Du coup, j'étais dans la danse et c'était une très chouette expérience. Et puis, j'ai été prise aux auditions l'année suivante pour Alice au Pays des Merveilles, mais non, je ne me rappelle plus du tout de ma première réplique. Donc, c'était à quel âge? Tu as parlé du gymnase? Ouais, c'était tard, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans quand moi, j'ai fait que 5 ans de paternelle. J'ai eu ma première médaille paternelle et c'est tout. Après, j'avais mes 20 ans. Donc, quand ça s'arrête à 20 ans, est-ce qu'il y avait une petite frustration de ton côté? Oui et non. Oui, parce que je trouvais chouette de voir mes copains qui étaient là depuis, qui avaient eu leur médaille dès 13 ans, qui avaient vraiment eu tout ce parcours depuis leur enfance. Moi, j'ai pas connu ce que c'était la paternelle petite, à 8 ans, mais non, parce que j'ai tout de suite été accueillie. Mes meilleurs amis viennent de la paternelle, et en plus, j'ai pas arrêté la paternelle à 20 ans. J'ai continué. Donc, j'étais pas si frustrée que ça. Toi, François, vu que tu as évoqué effectivement ta longue carrière de comédien à la paternelle depuis tes 8 ans, est-ce que tu as un souvenir particulier d'un spectacle, quelque chose qui t'a marqué pendant un spectacle? Ils m'ont tous marqué. J'ai de la peine à... Moi, ce qui m'a marqué, plus que les histoires, parce que quand on est dedans, on ne les suit pas tellement, les jargons. Plus tard, oui, mais ce qui m'a frappé, c'est au niveau des décors. C'est les décors qui m'ont frappé le plus. Puis par la suite, le tout. Mais enfant, je regardais un peu les travaux. Enfin voilà, j'avais un âme de peintre déjà, puisque j'en ai fait un métier, mais j'étais très attiré par ça. Et toi, Aurélie, un souvenir particulier pendant un spectacle? Un spectacle auquel j'ai participé? En tout cas sur scène, oui. Ouais. Même si on sait qu'après tu étais dans l'ombre pendant un long moment aussi.
Ah, pouf, je réfléchis. Je pense que ce que j'aimais particulièrement, alors sur scène, il y a eu plein de choses fantastiques. Tout ce que le public voit pas aussi, l'interaction avec les autres que j'ai toujours beaucoup aimé. Par contre, moi, j'avais une petite habitude. J'étais tellement subjuguée par le spectacle et que j'avais envie de pas juste voir ma scène, mais ou les scènes dans lesquelles j'étais, mais d'être plutôt imprégnée vraiment du spectacle. Et je me rappelle notamment justement pour la première pièce dans laquelle j'ai joué en tant qu'actrice, pour Alice. Je me faufilais dans les coulisses quand j'étais pas sur scène et j'avais un petit coin entre deux rideaux où j'étais assise et je regardais le spectacle. Et c'est peut-être des fois ces moments-là où on est un peu seul et puis on est dans cette magie du théâtre, dans cette ambiance de Beaulieu. Je pense que ça, c'est des moments marquants. Il n'y a pas un moment marquant en particulier, mais ces petits moments un peu comme ça, volés, où on a la chance de voir un spectacle, pas depuis le public, mais depuis un petit coin des coulisses, ça c'est assez précieux. Ce qui me revient comme idée, mais seulement c'était pas quand j'étais enfant, c'est par la suite, quand je travaillais pour le grand patron, puis que j'avais ma tenue rouge sur scène. Alors peut-être préciser un petit peu ta tenue rouge sur scène. Oui, avec une grande barbe blanche. Et voilà. Quel était ton rôle? J'avais le rôle du bon enfant. Et je me souviens, pas particulièrement une année, mais je me souviens lorsque Maurice Béjart est monté sur scène pour parler aux enfants. Parce que Maurice Béjart, quand il a commencé à Beaulieu, il n'avait encore pas de salle. Le rue de Rabéjart n'existait pas. Il était en voie de formation peut-être. Et Béjart répétait avec sa troupe à l'arrière-scène, soit dans le grand restaurant, soit dans la grande salle. Alors les enfants, bien sûr, Béjart, 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 ils allaient tous regarder. Puis M. Béjart, à bout d'un moment, il est venu vers moi et il m'a dit, écoutez, il vous faut trouver une solution parce qu'ils nous perturbent. C'est sympa de les voir traverser la salle, de regarder, mais ils nous perturbent. Alors je lui ai dit, mais c'est super, mais il faudrait le dire vous, il faudrait que vous montiez sur scène. Alors on avait réuni tous les enfants sur la scène et M. Béjart est venu sur scène parler aux enfants. Et ça, c'était quelque chose de magique, surtout que l'on sait que ce qu'est devenu Béjart. Je pense que ces enfants sont des adultes et parents maintenant, et je pense que quand ils prennent le métro, puis qu'ils arrivent à la Riponne, puis que le son dit Riponne, Ballet Béjart, ils doivent se souvenir de ce monsieur et doivent dire « Mais je l'ai connu, il est monté sur scène pour parler à la paternelle. » Voilà, ça c'est une image qui me reste encore. Et tu as dit, le bon enfant à cette époque-là. Donc est-ce que c'est une manière de dire le Père Noël? Le Père Noël. Tu étais le Père Noël. Oui. Et... Je préférais le bon enfant que le Père Noël. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est bon enfant. C'est vrai. Et tu as fait le Père Noël à quel âge? J'ai commencé à 17 ans. Alors ça aussi, un Père Noël à 17 ans, tu étais bien maquillé, j'imagine, pour donner l'illusion. Oui, et puis pour pouvoir l'air crédible, Monsieur Musique était notre metteur en scène. Il me disait, il faut prendre la voix comme ça, il faut parler un peu. Alors, la seule personne que je connaissais qui était un peu comme ça, mes parents venaient d'avoir la télévision en noir et blanc, et on voyait souvent le soir le général de Gaulle qui parlait au peuple, et puis il disait, oui, n'est-ce pas? Alors j'ai pris l'initiative de me parler, et les gens disaient, mais c'est fou ce Père Noël. Il imite de Gaulle ou quoi? Et ça m'est resté, ça. Alors justement, ça t'est resté, j'allais vous poser la question. Vous avez donc expérimenté le théâtre à travers la paternelle, ou enfin plus généralement les arts du spectacle, tu as fait aussi de la danse, Aurélie. En quoi ça vous a servi pour plus tard, ces compétences que vous avez acquises à la paternelle? Moi, je dirais pour prendre confiance en moi. J'étais quelqu'un d'assez réservé et assez timide. Et puis le fait de devoir jouer sur la scène de Beaulieu quand même, qui a longtemps été une des plus grandes de Suisse, et puis oui, de passer les auditions, devoir tenir compte de tout le monde, c'était pour ma timidité c'était bien. Et puis aussi observer le sens de l'organisation de tout le monde, toutes ces personnes autour de nous qui œuvraient pour que ça se passe bien. Ça donne aussi envie, je trouve, et c'est le cas encore maintenant chez les jeunes, de devenir bénévole et puis d'aider aussi après.
Je trouve que ça aide à structurer, même dans son emploi, dans ses études. Donc c'était très précieux. Moi, ça m'a aidé pour ma culture générale. Parce qu'en fait, j'étais un enfant primaire qui ne lisait pas beaucoup. Et le fait de monter sur scène, d'apprendre un texte, souvent on apprenait une histoire qui était tirée d'un conte que je ne connaissais pas. J'ai appris les auteurs de ces contes. Ensuite, la musique. Au niveau des musiques, des ballets, je trouvais des musiques fantastiques. Et là, j'ai commencé à comprendre un petit peu et puis cette confiance en soi. Et puis, de fil en aiguille, comme je suis venu président de commission artistique, j'ai fait la connaissance des metteurs en scène. Comme l'autre fois, comme j'ai expliqué, j'ai fait la connaissance d'Émile Garda. Ça, je ne l'aurais jamais su. On a fait une interview avec Émile Garda. Gilles Pidou, qui était pendant 6 ans notre metteur en scène, qui a beaucoup transformé la paternelle. Parce qu'avant, on avait des amateurs. C'est le premier, on peut dire, metteur en scène professionnel qui est arrivé à la paternelle. Il a beaucoup évolué. C'est lui, lors d'un repas, qui m'avait dit il faudrait créer un ensemble avec les enfants pour continuer. Parce que se voir une fois par semaine et puis une fin de semaine, ça suffit pas. Il faudrait créer quelque chose ensemble. Et on a créé le camp d'automne, qui durait plus d'une semaine. Une semaine. Il durait une semaine. Alors, j'ai fermé mon entreprise pendant près d'une semaine, et j'allais faire le cuistot, et on allait au RAS pour ce camp d'automne pendant une semaine, où on faisait des pièces policières avec le bruitage, on faisait du cartonnage, on répétait des danses, on a appris à danser le tango, la valse, on a fait des tas de choses assez extraordinaires. Ça a été une ouverture. Alors, aussi bien plus tard que jeune, j'ai eu une ouverture sur le monde qui était vraiment quelque chose de fantastique. Et puis, c'est comme une drogue, vous avez un besoin, vous arrivez au printemps, vous attendez les répétitions débutent, puis après vous avez les répétitions, vous êtes déjà à Noël. Et après, on avait le thé des enfants qui se faisait au mois de janvier. Alors, tous les enfants de la paternelle étaient réunis à Beaulieu pour faire une après-midi, on appelait ça le thé des enfants, avec spectacle et tout. C'était une surboom de la paternelle en après-midi. Mais tout ça, c'est difficile de parler en particulier de certaines choses, mais ça m'a ouvert au contact des autres et de prendre confiance en soi. Et la confiance en soi, t'en parlais aussi, Aurélie, voilà. L'ouverture au monde et aux autres. Tu as dit quelque chose de très joli aussi, Aurélie, tout à l'heure. Tu as dit, à 20 ans, je n'ai pas arrêté la paternelle, j'ai continué. Et c'est vrai, c'était le cas pour vous deux. 20 ans, ça signifie la fin d'aller sur les planches. Mais ça ne veut pas dire qu'on se désolidarise et qu'on disparaît de l'aventure. Déjà, comment vous avez vécu ce passage de vos 20 ans, qui est un peu symboliquement le passage de l'enfance à l'âge adulte, même si on est déjà majeur à ce moment-là? C'est un passage assez horrible. Je crois que tous celles et ceux qui ont passé par là le savent. On pleure toutes les larmes de son corps ce jour-là. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est que ça ouvre sur autre chose. Et moi, j'ai eu une chance énorme, puisque j'ai pu tout de suite enchaîner avec le rôle de script. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu une sorte d'assistante, on va dire, du metteur en scène. On était 2 ou 3 selon les années. Et puis, moi, j'ai gardé ce rôle pendant 20 ans. Donc, j'ai jamais vraiment quitté le côté artistique de la paternelle. J'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant 15 ans aux côtés d'Olivier Dupéret. Et j'ai appris énormément de choses. Je pense que c'est aussi en partie grâce à lui si dans mon métier d'enseignante, j'ai pu faire du théâtre avec mes élèves, parce que j'ai jamais eu de formation de mise en scène ou quoi que ce soit, mais du coup, j'ai appris énormément. Et puis après, j'ai aussi eu la chance de travailler 5 ans avec Stéphane Hort. Et c'était 2 caractères très différents, mais vraiment 2 personnes qui ont largement enrichi ma vie. Et toi, François, tu te souviens de ce moment où tu as passé de 20 ans Non.
Non, pour moi, c'est une vie continue. Dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. C'est tout le reste qui suit pas. Mais non, j'ai pas vu. Je suis marié à 23 ans. J'ai commencé le Père Noël à 17 ans. Et puis, voilà. Non, pour moi, c'est un long fleuve tranquille. Ça baigne. Non, j'ai pas eu de problème. Ah, c'est un peu plus mélangé, fluide. Peut-être que maintenant, effectivement, il y a ce passage vraiment assez net. Voilà, il y a même des fois des discours qui se font à la fin, des jeunes qui ont 20 ans. Donc ça peut-être été moins le cas, peut-être à ton époque, François. Non, c'est-à-dire que ça a été fait. Celui qui a mis en place ces discussions en fin de spectacle, c'est Olivier Dupéret, parce qu'il était très attaché aux enfants, lui aussi. Il nous a mis, on l'a eu grâce à Gilles Pidou, parce qu'il jouait dans la troupe de Gilles Pidou. Et puis il est venu, il était tout jeune. Hein. Moi, je l'ai engagé en tant que président de la commission artistique. Au début, on n'a pas fait l'unanimité. Hein. J'étais un président peut-être un peu autoritaire. Je n'ai pas toujours été aimé de tout le monde, mais enfin, il fallait que ça tourne. Et puis voilà. Mais c'était un personnage qui était vraiment très, très artiste, et un côté très profond, une âme sensible, un type avec beaucoup de cœur. Enfin, voilà. Salut, s'il nous écoute. On a effectivement une pensée pour Olivier Dupéret, un metteur en scène qui nous a donc quittés il y a 2 ans maintenant. Quels ont été un petit peu tes rôles à partir d'une vingtaine d'années, François, au sein de la paternelle? Tu as eu plusieurs postes, il me semble. Oui, alors le premier poste, c'était Père Noël. Et après, je ne pouvais pas être membre de la paternelle puisque je n'étais pas marié et je n'avais pas d'enfants. Donc, pour être membre, il faut avoir au moins des enfants. Ah, et ça n'existait pas encore les membres amis. Alors, voilà, on a fait un écart, le premier écart de la paternelle. C'est l'admission de François Beschetti. Il a dû aller à la salle des 22 cantons. J'ai dû attendre au buffet de la gare en bas que ma votation passe et on allait me chercher. Si on venait me chercher, c'est que j'étais accepté. Si on ne venait pas me chercher, c'est que je n'étais pas accepté. Et finalement, j'ai été accepté. Mon premier boulot, c'était d'organiser les sorties de la commission artistique une fois par année. Voilà. Et puis, de continuer le Père Noël. Puis après, je suis venu papa. En étant papa, voilà, j'étais membre. Et puis, de fil en aiguille, j'étais membre de la CA. Et puis après, j'ai venu président de la CA. Et puis, quelques années plus tard, après Claire-Lise Bassin, j'ai venu président du CO. Et puis, voilà. Puis j'ai fini il y a quelques années parce que il faut passer le cap, à un moment donné, il faut lâcher. Mais c'est une belle aventure qui nous a permis d'avoir des locaux à Bussigny. Alors à l'époque, c'était une belle chose. Maintenant, j'espère que ça reste une belle chose. Parce que les besoins, c'est comme les grandes entreprises qui ont besoin de grands locaux parce qu'il faut beaucoup d'outils. Et puis la miniaturisation fait que les locaux deviennent inutiles et puis on ne sait pas quoi en faire. Mais enfin, grâce à une faillite de l'époque, on a pu avoir ces locaux parce que j'avais été mandaté pour faire des travaux dans ces locaux. Puis la personne m'a dit que finalement, rien ne se ferait parce que la personne qui voulait les prendre ne les prend plus. Alors j'en ai parlé au CO à l'époque. Et puis Jean-François Journeau, qui était le grand financier, a trouvé l'idée séduisante. On a créé la fondation de la paternelle. Et voilà, on est devenu propriétaire la fondation est devenu propriétaire des locaux de Bussigny. Voilà. Mais quel rôle j'ai eu? J'ai eu un rôle tout le long, mais je sais pas lesquels. Voilà, ça s'est suivi, quoi. Tu parlais des locaux. Tant mieux qu'on a pu trouver ces locaux à Bussigny. Avant, vous étiez basé à Marteret, c'est ça? Marteret. Et ça a pu poser des soucis, notamment en termes de création de décors. Bien sûr, parce que c'est au premier étage, avec un escalier assez étroit. Alors, si vous faites des décors avec des cadres, les cadres, une fois qu'ils sont montés, il faut pouvoir les sortir. Alors, à Marteret, la seule sortie, c'était la fenêtre. Alors, la fenêtre, elle ne fait pas 2 mètres. Donc, on pouvait prendre de travers, on pouvait jusqu'à 2,20 mètres, on pouvait passer les cadres par la fenêtre avec une corde, on les descendait
Et puis moi, j'avais ma camionnette qui attendait sur le trottoir. On chargeait et on remontait tout. Comme les toiles, on ne pouvait pas les faire, on pouvait pas les monter. Heureusement, après, avec les locaux, on pouvait monter les toiles. Mais avant, on allait dans les caves de Beaulieu, où ils faisaient le comptoir suisse, là, entre les bouteilles de gin et les bouteilles de vin, entre la cave fribourgeoise et puis la cave valaisanne, on étendait les toiles, mais il n'y avait jamais assez de place. Parce qu'il y avait toujours un bar. Alors, notre décorateur, il déroulait ses toiles sur 3 mètres, il peignait, après il renroulait, il déroulait un autre bout, puis il continuait. Il avait tout dans la tête. Alors, quand on a eu Bussigny la première fois, que je lui ai montré les espaces, puis qu'on a fait le plancher, puis on a pu mettre la toile fixée au sol, mais c'était le paradis pour lui. Mais il y avait trop de lumière. Parce que le grand défaut des décorateurs, il ne faut pas de lumière. Il faut que la lumière soit stable tout le long. C'est un peu comme quand tu fais un film. Il faut toujours que la lumière soit à 9 heures. Et puis voilà. Alors on a commencé à barricader les fenêtres avec des draps. Enfin bref, on y arrivait. C'est des aventures. C'est 60 ans d'aventure, quoi. C'est marrant que tu parles des caves, parce que moi, je me rappelle vraiment de Houvet en train de peindre dans les caves de Beaulieu. Et puis, parfois, quand on devait faire des répétitions supplémentaires, comme on n'avait pas la salle de gym l'après-midi, du coup, on allait répéter dans les caves. Donc, il y avait Houvet qui peignait ses grandes toiles, et puis on était dans un petit côté avec Olivier Dupéret en train de répéter certaines scènes qui méritaient encore un petit peu de travail avant le spectacle. Donc, c'était chaotique, mais ça reste des super bons souvenirs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est des histoires incroyables, incroyables. 60 ans de bons souvenirs. Aurélie, tu as parlé de 20 ans en tant que script. On imagine bien qu'une activité bénévole, ça prend du temps. Il faut conjuguer ça avec des activités professionnelles, familiales en parallèle. Est-ce que ça a été parfois difficile de trouver un équilibre dans sa vie et de quand même laisser une certaine place à la paternelle aussi ? Ça n'a pas été difficile tant que j'ai pas eu d'enfant. Mon ex-conjoint participait aussi à la paternelle, donc on était les deux impliqués dans la paternelle. La paternelle, pour nous, ça commençait pas seulement au moment des spectacles, hein, c'était tout le temps. Nos amis, c'était nos amis de la paternelle. Je dirais que ça a été un peu plus compliqué, mais pas du tout impossible quand je suis devenue maman. Parce qu'effectivement, en tant que script, il fallait être là tous les samedis matins pendant 4 heures, plus toutes les répétitions générales, plus la présence au spectacle. Ce qui fait que, voilà. Mais on était toujours une bonne équipe, donc on a quand même toujours réussi ou à faire des tournus ou à s'organiser, ce qui fait que j'ai jamais eu besoin de quitter la paternelle ni mon rôle de script, et c'était plutôt bien. Et toi, François ? Pour moi, il faut demander ça à ma femme, parce que c'est elle qui s'occupait des enfants à la maison, puis c'est moi qui partais. Puis c'est vrai que j'étais pas un mari volage, mais j'étais un mari qui était souvent dehors. Parce que j'étais au comité de la Fédération des entrepreneurs, j'étais à la paternelle, je suis fondateur du Kivanis de Chailly. J'ai été dans plusieurs sociétés, ce qui fait que la semaine de 5 jours, j'avais en tout cas 3 soirs où j'étais loin. Alors, j'ai eu une femme extraordinaire. Et je crois que c'est parce que c'est une société avec des enfants, et puis j'avais mes enfants qui participaient, que la pilule a bien passé. Parce que je crois que ça avait été pour le faute, ça passait pas. Hein. Alors, la paternelle, ça a bien passé. Je crois qu'elle avait du plaisir. Et puis, j'ai préparé un petit texte là pour pas perdre. Mais c'est encore ma femme qui l'a tapé, pour dire. On lui fait des bisous à Madame Boschetti si elle nous écoute. Aurélie, toi maintenant, donc tu as fait 20 ans de script. C'est quoi ton rôle actuellement à la paternelle ? Alors j'ai eu très peur quand j'ai arrêté mon rôle de script, parce que ça voulait dire finalement quitter 25 ans d'intensité, puisque en étant script, c'est comme si j'avais jamais quitté vraiment le rôle d'acteur-actrice. Hein. On a les mêmes répétitions, on est présent autant que les comédiens-comédiennes. Et puis, mais c'était le temps d'arrêter. Je pense que j'avais fait mon temps.
il y avait de la relève, il y avait un potentiel derrière, donc il fallait aussi laisser la place aux jeunes. Donc j'ai senti que c'était le bon moment. Et puis, j'ai arrêté et je pense que le jour même, Yves Fritchet, qui est l'actuel président du comité d'organisation, m'a approché et m'a dit « Est-ce que tu serais d'accord de participer au comité d'organisation et devenir la secrétaire du comité d'organisation ?» Donc j'ai évidemment dit oui, parce que ça m'intéressait beaucoup. Et en parallèle, j'ai aussi soutenu Yves Burgin, qui s'occupe, pas de la commission artistique, pardon, de la communication. Voilà, il avait besoin aussi un petit peu de lâcher certaines choses et puis de le soutenir un peu dans l'équipe communication. Et voilà, c'est aussi une partie de mon travail actuel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans ce travail actuel, justement ? Alors, de toujours garder un pied dans le spectacle. J'avoue que le côté artistique me manque quand même un petit peu, parce que là, c'est vraiment plus de l'organisationnel. Par rapport à la communication, alors je ne suis pas le meilleur membre de l'équipe, on va dire. Il y a des personnes qui sont vraiment au taquet, mais par contre, j'aime bien donner mon avis, discuter, imaginer des choses. Donc, je suis plus, je pense, dans la discussion et puis la réflexion que dans quelque chose de concret. Mais c'est bien, ça me permet de rester quand même crochée à la paternelle en étant un petit peu moins présente que quand j'étais script. Et puis, si je ne m'abuse, tu as aussi la partie artistique, ou en tout cas plus artisanale, avec aussi, tu aides parfois les grimages ou les coiffures auprès des enfants pendant les spectacles. Oui, j'ai fait quelques années, je pense 4 ou 5 années, effectivement, au grimage. Et ça aussi, j'ai arrêté l'année passée en me disant peut-être que c'est bien aussi de temps en temps de se poser. Et je m'occupe du sapin de Noël, de la paternelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Déjà parce que j'aime bien Noël. Et puis parce qu'il y a quelques années, on s'est dit que ce serait sympa d'avoir des sapins qui reflètent un petit peu ou le spectacle, ou maintenant le camp, puisque François parlait avant des camps de la paternelle qui se sont stoppés pendant un certain nombre d'années et qui ont repris. Et les enfants du camp participent à l'élaboration des décorations pour le sapin de Noël. Et ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Le grand sapin de Noël pour accueillir le bon enfant et plus Exactement. le Père Noël. On a appris un nouveau terme aujourd'hui. François, tu as évoqué le fait que tu étais dans plusieurs sociétés, à une certaine époque en tout cas, peut-être encore maintenant. Qu'est-ce qui faisait que la paternelle se démarquait par rapport à toutes tes activités ? C'était ma famille. Oui, je veux dire, quand vous commencez à 8 ans dans une chose, mais toutes les années vous y êtes, vous ne pouvez pas arrêter, on vous enlève un bras. C'était comme ça. Une famille. Je réponds comme je le sens, je peux pas. Mais j'ai senti que ça venait du cœur, c'est un vrai cri du cœur, et c'est une ça. très bonne réponse. La paternelle, elle a 140 ans, hein, vous le savez même mieux que moi. Et comment est-ce que vous percevez l'évolution de la paternelle aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé déjà ? Et comment vous percevez ce changement ? J'espère. Vas-y. J'espère qu'elle ne va pas changer. J'ai peur. J'ai peur parce qu'avec ce qui se passe maintenant dans la tête des gens, j'avais peur d'abord qu'on n'ose plus chanter le Voici Noël. Parce qu'on est une Suisse qui devient multiculturelle, donc il faut penser à ceux qui ne croient pas au Noël ou qui en font un Noël à une autre date. Et on va rentrer dans un système où il faut faire le spectacle, mais on ne fait pas le final. C'est ça personnellement qui me fait un peu peur. Mais je laisse libre ceux qui sont responsables de faire comme ils veulent. S'ils décident, c'est que c'est bien. Mais c'est ça qui fait peur. Moi, ce que je trouve beau, c'est cette finalité. Je ne verrais pas la paternelle, personnellement, faire, par exemple, changer les dates et puis le faire fin août ou à une autre date. Moi, j'aime bien cette histoire de fête de Noël où on fait le Noël, qui était à la base pour les orphelins. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, ça, le président central pourrait dire combien il y en a. Moi, je ne sais pas. Mais dans la salle, c'est pas la majorité. Hein. Voilà. Mais j'aimerais que ça puisse continuer le Noël de la paternelle. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. Voilà. Le reste, je laisse
Elle a 140 ans. Il y a 120, combien de spectacles maintenant? 130. 130, Ouais. 130 spectacles, puis il y a 140 ans. Donc il y a des années où il n'y a pas eu. C'est pas que les gens étaient feignants, ils n'ont pas eu parce qu'il y a eu la maladie. C'était pas le Covid, mais enfin il y avait des maladies assez graves, la grippe espagnole, sauf erreur, qui a fait que la réunion de plus de 10 personnes était interdite. Puis après, il y a eu la guerre 14-18 qui faisait qu'on ne pouvait pas faire la fête de Noël, chanter alors qu'il y avait des gens tout près qui mouraient. Enfin bref, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il y a un décalage entre la première fête de la paternelle et puis l'année d'existence de la paternelle. C'est pour ça qu'on a une dizaine d'années à peu près qui changent. Mais autrement, tout le reste, il y a le Covid, par exemple. Il n'y a pas eu le spectacle. Voilà. C'est ces années-là qui font que, enfin, on ne peut pas réunir les gens à cause des épidémies ou autres. Mais je pense qu'elle est partie encore pour bien des années. Enfin, je laisse faire. En tout cas, ça répond à un besoin. Mais je peux te confirmer que l'actuel président du comité d'organisation n'a pas du tout envie d'enlever le Voici Noël, et le comité d'organisation de manière générale trouve c'est la fête de Noël, et ça va rester. Moi, ce que j'apprécie, si on regarde un petit peu l'histoire justement des spectacles, j'ai l'impression que la paternelle a toujours réussi à évoluer quand même avec son temps. Au début, c'était que pour les orphelins et du coup que pour un nombre assez restreint de personnes. Ensuite, ça a été pour les membres de la paternelle. Et puis après, le spectacle s'est ouvert à tout le public. Donc finalement, la paternelle a su évoluer. Au début, c'était que des hommes qui pouvaient être assurés. Et puis maintenant, c'est autant des hommes et des femmes. Donc j'ai confiance en tout, que ce soit le comité central ou le comité d'organisation, pour accompagner la paternelle en lien avec son temps, mais tout en respectant les valeurs de la paternelle. Ce que je viens à l'idée, là, c'est que quand j'ai fait mon premier spectacle en 1959 au théâtre municipal, nous avions l'orchestre dans la fosse. C'est encore un théâtre où il y avait une fosse d'orchestre. Maintenant, les théâtres, ils se posent la question s'il faut une fosse d'orchestre. Parce que le problème, c'est de trouver l'orchestre. Parce que quand vous avez payé les musiciens avec les pauses et les heures, ils sont tous syndiqués, ça devient compliqué et puis ça devient cher. Alors maintenant on a pu, est-ce que c'est une évolution qui est bonne ou pas, je ne sais pas, mais dans les années 60 on avait un orchestre, puis maintenant on n'en a plus. Mais voilà, peut-être qu'un jour ça reviendra, je ne sais pas. On a eu un petit retour à l'orchestre Oui. en 95, je pense, avec Alice au Pays des Merveilles. On avait remis un orchestre. C'est grâce à Dupéret. Hein. Oui. Mais c'est vrai que tu parlais des décors au début qui, effectivement, ont beaucoup évolué. Mais ça a aussi apporté... les technologies ont apporté tout à coup quelque chose de nouveau. Moi, j'ai le souvenir de La Petite Sirène. Ça devait être une des premières fois où on faisait de la projection. Avec un fond avec des poissons, des tortues, et ça avait fait un effet incroyable. Donc parfois dans le moderne et le nouveau, il y a aussi du bon. Oui, mais je tiens à rappeler, parce que je l'ai vécu, il y a beaucoup de pièces qu'on a jouées 2 fois. Pinocchio l'a fait 2 fois, par exemple. Hein. La Petite Sirène, on l'a fait 2 fois. Ils n'ont pas toujours le même nom, mais c'est la même chose. Et je me souviens, dans les premières années de Beaulieu, on devait jouer La Petite Sirène et on voulait avoir des poissons. C'était compliqué. Alors on avait tendu un tulle sur toute la scène et puis on avait fait un projeté de poissons pour que le ballet puisse se réaliser derrière. Alors les publics voyaient les poissons. Donc c'est des choses qui étaient... Mais t'es un peu jeune pour te souvenir, t'étais pas né. Alors, peut-être pas cette petite sirène-là, mais... Voilà. C'est vrai que du coup, en parlant d'évolution, mais là, vous évoquez l'évolution des spectacles en eux-mêmes, la facture des spectacles, on passe effectivement d'effets plus pratiques à ton époque, François, aujourd'hui des effets peut-être un peu plus numériques. Il y a encore beaucoup de décors
sur la scène qui sont en 3D en pratique. Donc, je pense que c'est tout l'enjeu. Et justement, comme vous le disiez, de réussir à conserver un certain nombre de traditions, le Voici Noël, ou en tout cas faire les spectacles à l'occasion de Noël, et aussi d'évoluer avec son temps et avec les progrès technologiques d'aujourd'hui. Ça devient une obligation, hein, ça c'est sûr. Mais des toiles comme on avait avant, 3 toiles complètes à peindre, ça je crois que c'est abandonné. On aura plus d'accessoires. Des accessoires, petite maison, dans la prairie. Non, mais c'est ça qui fait. C'est effectivement, le charme est peut-être différent, mais pour le coup, ça permet de peut-être avoir plus de décors, de varier un peu plus les décors, parce que c'est plus facile s'il ne faut pas faire 5 toiles à la main, mais qu'on peut tout d'un coup projeter ou juste tourner un décor et puis avoir autre chose. Donc oui, je pense qu'il y a du bon des 2 côtés. L'important surtout, c'est que les enfants qui évoluent dans ce décor se sentent à l'aise et soient aussi fiers de le présenter aux familles qui sont dans le public. Et d'ailleurs, en parlant de ça, comment est-ce que, selon vous, la paternelle contribue un peu à l'épanouissement des enfants au spectacle? Vous l'avez déjà un petit peu évoqué pour vous, mais une fois que vous avez commencé à prendre en charge les enfants, que vous êtes devenus vous-même des bénévoles, comment est-ce que vous avez un peu constaté cet épanouissement-là chez les enfants? Moi, je dirais que ça crée de la cohésion et puis de l'entraide, un soutien. J'ai l'impression qu'il y a des grandes amitiés qui naissent à la paternelle et qui continuent après. Et ça, c'est une force de la paternelle. Ce que je trouve bien, c'est de trouver un théâtre qui fait jouer une centaine d'enfants, combien? Une centaine, 80, 100, des fois 120 enfants, avec des décors. Parce qu'il faut trouver maintenant un théâtre qui vous donne des décors. À part le cinéma. Qui fait des décors? C'est des petites salles de 200 places, 300 places. Les gens ont perdu. Il n'y a que ceux qui vont à l'opéra qui voient des décors. Et encore, à l'opéra, il y a souvent un accessoire, un décor, il reste fixe, puis c'est les couleurs qui changent et les musiques. Les gens ne vont pas avoir du décor, ils vont écouter. Et c'était grandiose. Le seul spectacle à Lausanne de théâtre avec des décors, de la lumière, c'est la paternelle. La paternelle remet un petit peu au goût du jour. Et ce qui est dingue, c'est que la plupart des jeunes qui finissent à 20 ans ou à 18, pour des raisons différentes, demandent à venir travailler au décor. On a une ribambelle de jeunes qui viennent couper du bois, couper des toiles, faire de la peinture, et qui se réunissent le soir pour donner un coup de main au décor. Il faut croire qu'ils aiment ça, qu'ils ont envie de continuer. Alors, maintenant, comment ça s'appelle, cet engouement qu'ils ont? Comment ça se perçoit? Pourquoi? Je crois qu'il faut leur poser la question à eux. Moi, je pense qu'ils aiment ça, ils se sentent bien, ils découvrent quelque chose qui est différent. Et puis, c'est ça qui fait la force. Voilà. Merci beaucoup. Avant qu'on termine cette interview en duo, est-ce que chacun, vous auriez une question à poser à l'autre? Aurélie, par exemple, si tu devais penser à une question que tu poserais à François. J'avais pensé à une question, mais François y a déjà un peu répondu, parce que je m'étais demandé quel était le spectacle qui t'avait le plus marqué. Et tu as dit avant, il n'y en a pas, finalement, c'est tous. Alors, je ne sais pas si... Oui, il y en a quand même un qui, si je réfléchis qui bien, ressort. il y a, à mon avis, c'est un spectacle de Madeleine Miéville. L'auteur, ça devait être à toute bise et son trac. En fait, c'est un peu le résumé du Tour du monde en 80 jours. Tu peux redire le titre? À toute bise et sans trac. À toute bise et sans trac. De tête, hein. À toute bise et sans trac. C'était l'histoire du Tour du monde en 80 jours. Mais on ne pouvait pas utiliser ce nom-là parce que c'est protégé. Et Madeleine avait fait un montage, sauf erreur, hein, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça, où les décors, on avait un sous-marin, on avait des temples hindous, on avait des pyramides, on était à Londres. Enfin, chaque scène de chaque pays qui changeait, les cow-boys et tout, on avait des décors différents. Ça, j'avais jamais vu. C'était quelque chose d'incroyable.
Et Voilà, François, un souvenir. Pardon. Oh non, c'est bon? François, si tu devais poser une question à Aurélie, qu'est-ce que tu lui demanderais? Mon Dieu. Je vois pas. Je vois pas. Non, elle a tout dit, qu'elle a du plaisir à y aux réunions. J'ai pas trop de questions, non. Faudrait que je cherche, si je dois chercher, c'est que j'en ai pas. Peut-être moi j'en ai du coup une encore. Est-ce que tu aurais, tout à l'heure j'ai demandé un souvenir marquant pendant les spectacles, mais alors si on élargit un petit peu, un souvenir marquant pendant ton rôle de script éventuellement? J'ai beaucoup de souvenirs marquants pendant mon rôle de script. Eh bien voilà, il fallait poser cette question, François. Voilà. Mais je pense que un des plus marquants, ça doit quand même être le dragon qui a pris feu dans le Jardin des Secrets, sauf erreur, qui avait quand même généré pas mal de stress parce qu'à un moment donné, on ne savait pas si on allait pouvoir jouer. Quand même, il a fallu vraiment bien négocier avec Beaulieu pour pouvoir jouer. C'est Olivier Dupéret qui avait un peu la folie des feux d'artifice. Et puis voilà, je ne sais plus exactement au niveau technique ce qui s'était passé, mais pendant la répétition, le dragon avait pris feu. Et ça avait pris des grandes proportions. Et je dois dire que oui, ça, c'était un événement assez marquant. Pour qu'on se représente, prendre feu, c'est une petite flamme, c'est l'entier du décor qui prend feu, qui flambe. Ah, le dragon était bien abîmé, mais il n'avait pas pris entièrement feu. On avait pu éteindre le feu assez vite, mais on a quand même dû solliciter les pompiers, sortir le dragon, attendre longtemps à côté parce que visiblement ça peut reprendre feu. Donc oui, ça avait été quand même assez chaud, on va dire. Et c'était la première année de Stéphane. Ah non, mais non, pas du tout. Du coup, je me trompe de spectacle. Du coup, je pense que c'est Catherine et l'épée magique en 2014. Exactement, ouais, t'as raison. Je me suis trompée de spectacle. Et ouais. est-ce qu'à partir de cette anecdote-là, il y a des erreurs qu'on n'a plus refait à la paternelle? Il y a une espèce de petit traumatisme de cette anecdote? Bon, de toute façon, on n'avait plus le droit d'utiliser de tout ce qui est, comment on dit, feu d'artifice sur scène. Ça, c'était terminé. Je crois que là, on avait signé qu'on ne le ferait plus jamais. Ouais. Oui. Comme quoi les choses évoluent, mais c'est parfois un mal pour un bien et c'est pour mieux protéger les enfants. C'est ça. Les évolutions, elles sont parfois bonnes à prendre. Merci beaucoup Aurélie Régoso et François Boschetti pour cette discussion autour de cette grande aventure qu'est la paternelle. C'était un plaisir de se plonger dans ces souvenirs avec vous deux. Merci.